Bonjour les 5e A. Donc cette fois on est entre nous, on va reprendre le cours. Et vous aviez pour aujourd'hui à préparer cette première page là avec des questions sur héros et héroïnes. Alors pour commencer, avant de corriger ça, on va déjà préparer le cours, enfin la feuille de cours avec le titre de la séquence, puisque là on change complètement de ce qu'on était en train de faire sur la rivière à l'envers. Donc vous prenez les couleurs qu'on prenait habituellement, hein. Pour moi c'était du violet et du vert. Donc séquence 4, découvrir des héros et des héroïnes. La thématique dans laquelle cette séquence s'inscrit, c'est agir sur le monde et principalement sur l'univers médiéval des chevaliers. Donc on va faire quelques séances d'introduction en quelque sorte, hein, mais on va très vite être dans le Moyen-Âge pour parler de la notion d'héroïsme. Donc vous mettez pause et vous notez ça. Une fois que c'est fait, comme d'habitude, vous tournez la page et de l'autre côté, vous mettez le titre de la première séance. Donc introduction, double page 172-173 dans le manuel. Donc vous mettez ça en rouge. Ah mince, Erwan, t'as pas de stylo rouge. Alors comment on fait là? Parce que du coup je peux pas te prêter le mien. Il va falloir que tu trouves. Donc comme je vous le disais, hein, j'ai mis en place cette fonctionnalité proposée par YouTube pour favoriser la continuité pédagogique. Et bah, donc, ça, on voit bien que ça marche, hein. Donc évidemment, vous vous en êtes bien rendu compte, c'était forcément un poisson d'avril. Mais ceci dit, ça serait assez pratique. Alors on y revient. Donc séance 1, introduction double page 172-173. Évidemment, vous ne recopiez pas les questions que vous avez déjà faites, hein. Simplement, petite indication, dans quel livre ou film les avez-vous rencontrés, les héros et héroïnes que vous connaissez. Essayez de varier un petit peu les références, hein. Le but n'étant pas de ne donner que des héros de Marvel ou ceux que vous avez l'habitude de voir. Alors, moi je vais vous donner une forme de correction. Ça vient de choses qui ont été citées par vos camarades et en essayant justement de varier ces références. Il y a de tout, hein. Il y en a beaucoup que vous connaissez déjà. Donc Princesse Mononoke, Ulysse dans l'Odyssée, hein, que vous avez travaillé l'année dernière, qui évidemment est un héros. Jason dans la Toison d'Or, on est un petit peu dans le même domaine. Vous prenez au milieu de tout ça plusieurs références, vous complétez ce que vous avez fait. L'idée étant quand même de noter ça sur votre feuille de cours, sachant que vous aviez préparé au brouillon, donc reprenez-en suffisamment pour qu'il y ait quand même pas mal de références. Donc je vous laisse le temps de le faire et je passe moi à la correction de la question 2. Par quelle qualité se distingue une personnalité héroïque? Alors évidemment, ça va être moins interactif que si on le faisait ensemble. J'imagine que vous avez trouvé pas mal de choses, parmi lesquelles en premier, en général, vous allez citer le courage, hein, la bravoure, qui est une forme de courage. Évidemment que c'est une qualité héroïque, mais il peut y en avoir plein d'autres, et notamment de l'intelligence, de la force, de la vaillance, de la générosité. Alors ça, vous allez le noter en entier, hein. Les personnages sont considérés comme héroïques lorsqu'ils sauvent des vies, font respecter la loi, ils ont le sens du sacrifice. C'est-à-dire en gros qu'ils sont prêts à donner, que ce soit de leur temps, de leur énergie, éventuellement leur propre vie, mais ils sont prêts à donner ça pour les autres. Et donc évidemment, ça demande toutes les qualités qu'on a déjà citées, le courage, de la force, de l'intelligence, de la vaillance, de la générosité. On va voir, hein, que euh, les qualités qu'on va définir pour l'héroïsme vont aussi pas mal être en référence à l'époque dans laquelle on vit. Et on va voir justement que dans les héros, on peut évidemment penser à des héros mythologiques, mais tout autant à des héros d'aujourd'hui, hein. Là, il y en avait peu qui étaient cités au-dessus, mais on peut parler aussi, bien évidemment, de héros contemporains. Alors, je vous laisse le temps de noter ça.
et je vérifie la question 3, dans quel domaine peut-on se montrer héroïque? Et là justement, ça va dépendre un petit peu des époques. Tout un tas de domaines différents. Il y a beaucoup de choses. Hein. On peut être héroïque dans la vie de tous les jours aussi. Alors évidemment, en général, on va penser en premier aux combats, aux guerres, à ceux qui font tout pour la paix, donc les prix Nobel de la paix par exemple, mais aussi dans la vie de tous les jours, par exemple donner son sang, aider ceux qui sont dans le besoin. Euh, des choses, on n'a pas besoin d'être exceptionnel pour être héroïque, hein, dans des choses du quotidien, aider une vieille dame à traverser la rue, donner son sang, ce sont des choses effectivement qu'on peut considérer comme héroïques parce que ce sont des actes désintéressés qu'on va, qu'on va réaliser pour les autres pleinement. Donc ça reprend ce qu'on disait juste au-dessus, hein, des... Attendez, je vais changer pour que ce soit plus agréable à suivre, voilà. Les héros en fait sont prêts à donner pour les autres. Et ça peut être tout un tas de choses. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on peut évidemment penser aux soignants, hein, qu'on remercie tous les jours pour ce qu'ils font. Et c'est parce qu'on en a particulièrement besoin en ce moment qu'on va les caractérisés de héros. Mais c'est ce qu'ils font tous les jours de leur vie dans leur métier. Donc la situation actuelle fait qu'on remarque cet héroïsme, mais pour autant, ils n'ont pas attendu cette crise du coronavirus pour être héroïques. On peut penser aussi, il y en a peut-être parmi vous qui l'ont cité dans la première question, à ceux qui œuvrent pour essayer de préserver l'environnement, et notamment, vous pouvez avoir comme référence Greta Thunberg, hein, cette ado suédoise qui justement se consacre entièrement à essayer de faire changer les mentalités et à bouger un petit peu les lignes pour préserver la planète. Donc on voit bien que l'héroïsme, ça peut être dans tout un tas de domaines différents. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, vous mettez pause et vous notez ça. Et avant de passer, donc, alors je vais juste reprendre, alors pour ça je suis obligée d'enlever ça 2 secondes, voilà. Là on va retrouver un petit peu ce qu'on vient de dire, hein, c'est-à-dire, alors attendez, je vais le zoomer pour que ce soit peut-être plus évident, mais vous avez le manuel sous les yeux normalement. Ce dont on n'a pas encore parlé, c'est sont-elles des personnalités réelles ou imaginaires? Là, dans les exemples que vous avez, on parlait justement de gens qui œuvrent pour la paix, hein, c'est le cas de Nelson Mandela. Usain Bolt, alors on en entend un peu moins parler maintenant, mais vous devez quand même le connaître, hein, cet athlète jamaïcain, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est des gens qui sont des personnalités réelles, hein, pas inventées, à la différence par exemple de Princesse Mononoke que vous avez ici. Mais on va retrouver systématiquement des traits de caractère, hein, qui sont ceux qui nous intéressaient et qu'on a pris justement avec qu'on a pris dans la réponse pardon, à la deuxième question ici. Donc voilà pour cette première approche de l'héroïsme. Ce que je vais vous inviter à faire avant de passer à la suite, et je vais mettre le lien dans votre cahier de texte, hein, donc vous le trouverez en dessous de la vidéo, c'est de prendre un petit peu le temps d'aller vous promener dans une exposition de la BNF, c'est la Bibliothèque nationale de France. Et quand vous allez cliquer sur le lien que j'ai mis dans votre cahier de texte, vous allez tomber sur cette interface. Alors la BNF fait très régulièrement de grandes expositions et les retranscrit sur son site internet pour qu'on puisse se promener un petit peu dans l'exposition, avoir des explications. Alors on va pas, si vous avez le temps, vous pouvez aller fouiller un petit peu partout. Moi je vais vous demander d'aller cliquer sur d'Achille à Zidane, justement pour voir un petit peu ce que l'héroïsme peut donner au fil des siècles et de personnages très très différents. Donc quand vous cliquez là-dessus, vous arrivez là,
Et il faut cliquer, alors n'importe où, pour avoir en premier cette introduction que je vous demanderai d'écouter. Alors vous cliquez sur play soit au milieu, soit ici. Qu'y a-t-il de commun Et entre ça, Batman et Lancelot, chevalier du Moyen-Âge? voilà, donc ça dure environ 4 minutes, je vous laisserai l'écouter. Et ensuite, vous pourrez aussi aller sur cette petite flèche ici, si ça fonctionne, voilà, et qui va vous amener à vous promener. Alors vous voyez qu'il y a 16 pages, vous n'avez pas grand chose à lire à chaque fois, mais ça va vous montrer un petit peu l'évolution de ceux qu'on appelle des héros de l'Antiquité à aujourd'hui. Donc Gilgamesh, Héraclès, Thésée, etc., etc. Je vous laisserai le faire tout seul. Donc là, vous mettez la vidéo en pause, vous allez chercher dans le cahier de texte. Alors évidemment, là pour le moment ça y est pas, puisque je suis en train de faire la vidéo et que je le mettrai après. Mais en dessous de la vidéo, vous trouvez le lien pour revenir justement ici, donc en premier, là, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous revenez avec moi et on va reprendre dans cette double page la page 173 avec le texte sur Jeanne d'Arc, qui est un personnage historique, hein, donc, qui a réellement existé et que tout le monde connaît, alors plus ou moins bien. Mais on va travailler rapidement sur ce texte-là. Alors, dans votre cours, vous notez, donc une fois que vous avez noté tout ça, vous notez, vous sautez une ou deux lignes, la légende de Jeanne d'Arc, texte de Jules Michelet, page 173. Et une fois que c'est fait, vous revenez au manuel qu'on va regarder ensemble. Donc juillet 1429. Jeanne d'Arc aide Charles VII à rejoindre Reims où il doit être couronné. Donc Charles VII, c'est le roi de France qu'elle a aidé. Alors c'est pendant la guerre de 100 ans. Et elle a mené en fait les troupes de Charles VII pour vaincre les Anglais qui occupaient la France à cette période-là et inverser un petit peu le cours de la guerre. Donc une fois que c'est fait, elle va accompagner Charles VII pour qu'il soit couronné et qu'il reprenne le trône à Reims. Là, ce dont on parle, c'est sur le trajet justement qui va les mener jusqu'à Reims. Alors il y a différentes villes qui vont traverser et notamment là ils arrivent à Auxerre qui est dans le duché de Bourgogne à cette époque-là, et qui n'a pas grand intérêt à leur ouvrir leurs portes, puisqu'ils ne sont pas sous l'autorité directe de Charles VII, et donc ils sont un petit peu réfractaires à cette arrivée, ce qui explique ce qui va se passer. Donc parvenus à Auxerre, les troupes de Jeanne d'Arc se heurtent au refus des habitants de leur ouvrir les portes de la ville. La Pucelle, hein, qui est le surnom qu'on donne à Jeanne d'Arc, venant alors frapper à la porte du conseil, assura que dans 3 jours, on pourrait entrer dans la ville. Nous en attendrions bien 6, dit le chancelier, si nous étions sûrs que vous dites vrai. 6, vous entrerez demain. Elle prend son étendard, c'est-à-dire son drapeau. Tout le monde la suit au fossé. Elle y jette tout ce qu'on trouve, fagots, portes, tables, solives. Et cela allait si vite que les gens de la ville crurent qu'en un moment, il n'y aurait plus de fossé. Les Anglais commencèrent à s'éblouir comme à Orléans. Ils croyaient voir une nuée de papillons blancs qui voltigeaient autour du magique étendard. Donc, c'est un texte d'un historien, Jules Michelet, qui a rédigé la biographie de Jeanne d'Arc au XIXe siècle. Donc, il a écrit cette biographie au XIXe siècle. Hein. Jeanne d'Arc, évidemment, c'est au XVe siècle. Et vous allez en premier traiter cette question 1. Donc, quelques petites explications. En quoi les propos de Jeanne d'Arc sont-ils marquants? Évidemment, pour reprendre les propos de Jeanne d'Arc, il faut aller chercher dans le texte. Pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Dans le texte, il faut que vous preniez les passages entre guillemets dans le dialogue pour voir quand est-ce que c'est elle qui parle et justement ce qu'elle dit. Donc, je vous laisse le temps. Vous mettez pause de faire cette première question. Vous pouvez la faire à la suite du cours au crayon de papier. Allez-y. Et on va la reprendre ensemble. Alors,
que dit Jeanne d'Arc, c'est que elle assure au conseil, hein, donc au conseil des armées de Charles VII, qu'elle arriverait à les faire rentrer dans la ville en 3 jours. Ce à quoi il réplique, nous sommes prêts à en entendre 6 jours, si effectivement vous êtes capable de nous faire rentrer. Ce à quoi elle répond, 6, vous entrerez demain. Alors ici, si on le comprend bien, c'est justement un peu une forme de fierté, voire d'orgueil, hein, puisqu'ils ont l'air de ne pas être complètement sûrs qu'elle soit capable de les faire rentrer. Elle dit que non seulement elle va les faire rentrer, mais encore bien plus vite que ce qu'elle avait dit au départ, puisqu'elle avait assuré 3 jours, et elle dit, puisque c'est ça, et que vous doutez de ma capacité à vous faire rentrer, je vais le faire en une journée. Ces propos, forcément, ils sont assez étonnants, puisque justement, elle va prendre le contre-pied, hein, de ce conseil qui est formé uniquement d'hommes, évidemment, et elle va les étonner et les prendre un petit peu à leur propre jeu, en assurant, en étant certaine de pouvoir faire ce qu'elle prétend. Et c'est justement cet aplomb, hein, cette assurance avec laquelle elle s'exprime qui va mettre en valeur, on va dire, cette façon de faire assez particulière de Jeanne d'Arc. Donc, dans un premier temps, vous notez ça. Hein, donc ça, c'est un petit résumé. Hein, cet extrait raconte un des exploits de Jeanne d'Arc qui réussit à faire rentrer Charles VII et ses troupes dans Auxerre, dans la ville d'Auxerre. Le ton employé, ça, en gros, c'est la réponse à la première question. Le ton employé par l'historien contribue à faire d'elle une légende. Il insiste d'abord sur sa détermination. Hein, on parlait de fierté, d'orgueil. Elle est déterminée à réussir ce qu'elle promet. Vous y entrerez demain. On a évidemment le futur simple qui montre la certitude que ça va se réaliser, le point d'exclamation qui montre sa volonté, alors que ça a l'air d'être impossible pour tout le monde. Donc voilà pour cette première approche. Vous notez ces 3 lignes-là, mettez pause, et ensuite on va reprendre l'explication du texte, où vous avez justement... Alors, on va prendre surtout la question 3 maintenant. Qualifier l'impression que fait Jeanne d'Arc à ceux qui la voient. On va le reprendre ensemble et surtout réexpliquer peut-être. Alors, la difficulté qu'ils ont à rentrer, c'est que c'est évidemment une ville médiévale, fortifiée, et que comme les habitants refusent de leur ouvrir les portes, ils sont confrontés. Alors, ils parlent de fossés, mais c'est évidemment les douves, hein, qui entourent les villes fortifiées. Et c'est ça qui les empêche d'entrer. Puisque les habitants refusaient d'abaisser le pont-levis, il n'y a pas de moyen de franchir ces douves. La solution que trouve Jeanne d'Arc, elle n'a rien d'extraordinaire en elle, oui, cette solution-là. Simplement, il fallait y penser. Et ce qu'elle fait, c'est pas très compliqué, c'est juste qu'elle ramasse absolument tout ce qui passe pour jeter dans le fossé et donc le remplir suffisamment pour pouvoir le traverser. Hein, elle prend son étendard, tout le monde la suit au fossé, elle y jette tout ce qu'on trouve, fagots, portables, solives, hein, donc des poutres, absolument tout ce qui passe. Et en soi, ça n'a rien d'extraordinaire. En revanche, c'est la façon dont c'est raconté par l'historien qui va faire de cet acte quelque chose d'héroïque. Hein, cela allait si vite que les gens de la ville crurent qu'en un moment, il n'y aurait plus de fossé. Hein, ce qui est censé les protéger et ce qui marche habituellement est en train de disparaître à vue d'œil. Ici, justement, ça fait partie de l'impression que Jeanne d'Arc fait à ceux qui la voient, et notamment aux habitants d'Auxerre. Mais la suite est encore plus importante. Les Anglais commencèrent à s'éblouir, sachant que les Anglais sont donc les troupes ennemies qui sont encore présentes. Ils sont éblouis comme ils l'ont été à Orléans face à cette prestance et à cette détermination montrée par Jeanne d'Arc.
alors que ce sont les ennemis. Donc si eux-mêmes sont éblouis, c'est dire l'effet qu'elle peut faire sur les gens. Et cette dernière phrase, on va l'expliquer. Il croyait voir une nuée de papillons blancs qui voltigeaient autour du magique étendard. La nuée, c'est une sorte de nuage, qu'on peut dire par exemple quand il y a toute une bande d'oiseaux regroupés dans le ciel qui volent ensemble, comme les hirondelles au moment de partir, par exemple. Ça fait un ensemble, mais qui bouge plein d'éléments différents, bougent tous ensemble. Et ici, ce serait une nuée de papillons blancs. Et il croyait voir, parce qu'évidemment, ce qu'on a ici, c'est une comparaison. Parce que c'est pas exactement ce qui se passe, mais ce qui leur donne cette impression, c'est la façon dont se déplace Jeanne d'Arc, avec notamment, on voit la représentation à côté, son cheval blanc, et elle va tellement vite qu'on a l'impression, qu'ils ont l'impression en tout cas, de voir des papillons blancs qui voltigent autour du drapeau, magique évidemment. Parce que ça donne cette impression-là de se faire comme sous un sortilège, quelque chose de magique. Il est bien évident que ce qu'on a là, c'est une exagération. Même si elle bouge vite, même si elle a eu une idée que les autres n'avaient pas eue, il n'y a rien non plus d'extraordinaire à tout ça. On n'est pas là pour le coup sur un champ de bataille où elle s'est réellement illustrée. Je ne suis pas en train de remettre en cause la valeur de Jeanne d'Arc, mais en revanche, ce qu'il nous décrit ici dans ce texte n'a rien d'extraordinaire a priori. C'est la façon dont on en parle qui va rendre la chose extraordinaire. Et bien évidemment, en premier, ce sont les exagérations qui font, qui soulignent, qui accroissent, c'est-à-dire agrandissent la valeur de ces actes. Alors on va noter ça tout de suite. Donc vous en étiez là. Il embellit l'image de Jeanne d'Arc en exagérant ses prouesses et en insistant sur l'éblouissement des témoins. Et l'éblouissement, c'est exactement comme si vous regardez le soleil un peu trop en face, on est obligé de fermer les yeux parce que c'est trop fort. C'est un peu l'effet que fait Jeanne d'Arc sur ceux qui la regardent. En tout cas, d'après l'historien. La comparaison utilisée à la fin exagère l'exploit et le rend poétique. Donc ça, vous le soulignez, puisque c'est ce qu'on va voir à la suite dans la séquence. Une façon de mettre en valeur le héros et donc de le rendre héroïque, c'est surtout la façon dont on en parle et dont on raconte ses exploits. Alors voilà pour ces petites questions sur cet extrait-là. Vous allez simplement noter en dessous la synthèse. Alors pas utile de sauter autant de lignes, vous en sautez 2, ça suffit. C'est ainsi que l'on construit une figure de légende. L'auteur fait de Jeanne d'Arc une héroïne historique en exagérant et en sublimant un acte, somme toute relativement banal. Dans ce passage-là, elle ne fait rien d'extraordinaire, mais en revanche, on en parle comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Et ça fait d'elle une héroïne. Ça va être très important, on va le voir tout au long de la séquence, mais ce qui fait le héros, c'est surtout la façon dont on en parle. Donc voilà pour aujourd'hui. On reprendra ensemble, je vous donne rien à faire évidemment, on reprendra ensemble les textes suivants, donc toujours avec le manuel, la semaine prochaine. Et d'ici là, je vous souhaite à tous un très bon week-end.